أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on prend la suite de Salam alaikum. On prend la suite. Ouais, vas-y Abdurrahman. Ah, ok. Alors, on prend la suite de notre cours sur comprendre la pensée d'Ibn Khaldoun. Juste, Abdurrahman, t'as ton Ah micro qui est oui, ouvert. ok, ok. Sauf si tu veux dire un truc, il n'y a pas de problème, mais voilà. Alors, prospérité, on va prendre la suite. Donc, on continue sur cette introduction. Donc là, on va parler de la prospérité de la soumission. Donc, on s'était arrêté la dernière fois sur le fait que la cité se démarque en fait par sa proportion en fait à créer de la richesse et à s'organiser et à s'enrichir autour de l'impôt, donc de tout ce qui est lié à l'imposition. Donc reprenons, Bismillah. Mais l'impôt nourrit aussi le système politique impérial. Il exige de ceux qui le payent la soumission, même s'ils en tirent plus d'avantages et de prospérité qu'ils n'en connaîtraient sans lui. Le bon gouvernement et la prospérité urbaine supposent que les immenses majorités courbent l'échine. Quelques règles, non, non. Quelques siècles avant Freud, Ibn Khaldoun nous dit que la civilisation transforme en production, aussi bien matérielle qu'intellectuelle, à la fois la violence et les solidarités des sociétés naturelles. Donc la famille, les clans ou les tribus qu'elle détruit. Donc en gros, ce qui explique Ibn Khaldoun, c'est que le principe impérial et la cité, au bout d'un moment, vient à détruire en fait le socle naturel et un petit peu l'organisation traditionnelle en fait l'organisation traditionnelle de l'homme. Donc tout ce qui est la famille, les clans, les tribus. Donc ce qu'on verra plus tard comme étant la asabiya. Et on peut prendre encore en exemple aujourd'hui, c'est que la société, avec l'influence occidentale, capitaliste, etc., et via la richesse qu'elle qu'elle engendre, et avec aussi les impôts, etc., détruit progressivement le socle traditionnel qu'est la famille et l'aspect familial et tribal et clanique, notamment avec des idéologies très matérialistes, consuméristes, individualistes, comme le féminisme et autres, euh, et autres pensées de ce type. L'individu civilisé est une créature neuve qui demande à l'État ce pourquoi la famille et les solidarités du clan étaient faites, la sécurité, le soin des veuves et des orphelins, et la survie des indigents. En gros, avant la solidarité naturelle qu'on retrouvait dans les cercles familiaux restreints ou les clans ou les tribus, selon sous quel paradigme on parle, s'occupaient justement de l'organisation sociale et s'occupaient de cette entraide sociale-là. Aujourd'hui, notamment dans les sociétés, comme on le disait, les sociétés développées, souvent occidentales, etc., ou avec un modèle occidental ou occidentalisé, donc l'État prend le pas sur la responsabilité restreinte que sont la famille, le clan ou la tribu. Et il obtient dans une bien plus large mesure ce qu'il n'aurait pu l'espérer d'une société tribale, beaucoup plus pauvre. Car cet individu civilisé appartient au cercle vertueux d'une économie en croissance, à la seule condition qu'il accepte d'être désarmé. Donc qu'il ne puisse pas comparer, comme on l'a vu plus tôt,
on va dire cette violence légitime qu'on peut retrouver dans une organisation familiale basée sur des clans familiaux ou une coalition de tribus a cette, si je puis dire, chaque individu, souvent de sexe masculin ayant et d'un certain âge, avait cette permission, entre guillemets, d'une certaine forme de violence légitime de par sa responsabilité et son statut. Aujourd'hui, on enlève dans une société élargie, civilisée, industrielle, capitaliste, etc., l'homme est un consommateur comme un autre. Et on et on enlève à l'homme, au chef de famille, cette possibilité d'avoir une forme de violence légitime et de pouvoir légitime et de force légitime, etc. Pour, pour le déléguer à l'ensemble de la société. Mais si tu enlèves cette possibilité-là à l'homme, indirectement, tu te retrouves aussi face à une déresponsabilisation. C'est-à-dire que ce droit à la violence légitime que pouvait avoir l'homme se retrouve derrière écarté, se retrouve derrière en fait écarté et redonné à la société et à l'instance du pouvoir. On le voit par exemple avec des lois comme le fait de condamner des parents et notamment des parents. Ici, c'est les deux parents, mais dans la pensée d'Ibn Khaldun, c'est plus l'homme dans le sens du masculin qui est mis en avant. Mais ici, c'est vraiment le cercle parental où aujourd'hui, il est condamnable que tu mettes une claque ou une fessée à ton enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant ne t'appartient plus, entre guillemets, hein. L'enfant ne t'appartient plus car tu es le père, mais l'enfant appartient à la société et, dans notre contexte à nous, à la République. Des populations libres et armées refuseraient en effet de payer l'impôt et briseraient par conséquent le mouvement ascendant de la spirale de prospérité. L'impôt est une humiliation, mais une humiliation profitable. Euh, On va prendre un cas exceptionnel, mais c'est pour vous faire comprendre ce qui est voulu ici. Qu'est-ce qui fait que les gitans sont souvent moins attaqués par l'État? Les gitans, les voyageurs, les personnes comme ça sont moins attaqués par l'État de par certaines choses qui normalement sont obligatoires pour, par exemple, des gens qui habitent dans des quartiers ou en zone pavillonnaire avec de, plus ou moins d'importance dans l'échelle sociale. C'est que les gitans, étant donné que ils n'ont pas de domiciliation fixe, ils ne sont pas sédentaires, ils sont exemptés de certaines responsabilités. Impôt sur le revenu, parce que c'est compliqué c'est compliqué pour des gens sédentaires d'être reliés à une adresse fiscale. Vu que très souvent ils ne sont pas propriétaires de biens de biens sédentaires, c'est compliqué c'est compliqué de leur faire payer un impôt foncier. C'est compliqué de les forcer de mettre leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas d'adresse fixe. Ils peuvent rester là pendant quelques jours, comme plusieurs années, mais rien ne peut le vérifier, etc. Et du coup, tout ce cadre-là, et ça, on parle ici chez les gitans qui sont toujours dans les gitans et les voyageurs qui sont perpétuellement sur la route. Du coup, c'est compliqué demain aussi d'imposer certaines lois et certaines obligations légales aux gitans ou aux voyageurs, puisque eux ne dépendent, ne sont pas forcément liés à l'État par l'imposition et la responsabilité que peuvent avoir entre guillemets les sédentaires. Tout comme c'est très compliqué demain c'est très compliqué demain d'empêcher, par exemple, un gitan d'avoir un fusil ou de déclarer son fusil en préfecture. Pour un gitan, par exemple, qui va chasser. Alors que quelqu'un qui a une ferme
quelqu'un qui a une ferme depuis plusieurs générations, c'est beaucoup plus facile d'aller chez lui, de fouiller, de trouver des armes qui ne sont pas déclarées en préfecture. Des fusils de chasse, hein, on parle. C'est tout de suite, il aura plus de justification à donner qu'un gitan. Parce qu'un gitan, tu peux toujours cacher une arme. Il dit ouais, demain, faudrait que vous alliez régler ça en préfecture. Le gitan, il part et il trouve une arme le lendemain, hein. Le problème, il n'est pas là. C'est pour ça que, et là, on parle dans ce cadre-là. Mais c'est compliqué, et il faut être honnête, c'est compliqué, hein, en fait, tout simplement, de faire appliquer strictement, de manière stricte, euh, certaines lois du pays envers des nomades comparés aux sédentaires. Parce que les sédentaires ne bougent pas. Les nomades, la loi leur plaît pas, ils peuvent toujours partir ailleurs. Et là, on a parlé de l'exemple des gitans, ou des voyageurs, c'est histoire de qu'on puisse se projeter. Mais bien sûr, ça l'était d'autant plus dans la réalité sociétale de l'époque d'Ibn Khaldoun où les beaucoup de tribus bédouines, etc., étaient en dehors de tout fait civilisationnel et, euh, et habitaient dans des coins écartés de toute civilisation. Donc c'est vrai que là, c'est beaucoup plus compliqué. C'était encore plus compliqué à l'époque. De toute façon, ça, on va le détailler juste après. Donc, ainsi, l'État doit inspirer dans le propre intérêt de son troupeau producteur un sentiment général de crainte à ces sujets. Donc là, ici, on parle des troupeaux producteurs, c'est les personnes qui vont produire de la richesse dans le but de payer les impôts. Donc, en gros, il doit perpétuellement arriver à faire preuve de suffisamment de force et de pression pour que son ait de temps en temps de relâchement et de réinvestissement, comme on l'avait vu la dernière fois, dans le développement de sa cité, pour que justement la population la coupe, reste sous la coupe et sous la, comment je pourrais dire ça, reste sous la coupe et on va dire l'autorité de l'État et de la cité. Donc toutes les protections qui leur sont garanties par l'État, c'est-à-dire la police, les tribunaux, une armée, des réserves alimentaires en cas de pénurie, sont payées en retour par l'intention implicite de saper leur courage et leur virilité. Donc c'est-à-dire tout ce qui est donné par l'État a pour but justement à ce que la population enlève de sa tête cette possibilité de violence légitime qui lui est due et se soumette entièrement à l'autorité de l'État et ne fasse pas preuve de révolte. Comme dit l'adage, le chien ne mordra pas la main du maître qui le nourrit. Ça, on peut encore faire d'autres parallèles, notamment au niveau euh, des biens sociaux. On peut faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, où on va casser des mouvements, par exemple des mouvements de grève, euh, des mouvements citoyens, soit par une extrême proportion à la violence venant par l'État, euh, donc une répression brutale de l'État vis-à-vis de ça, dans le but de casser le moral de manière dure de la population, soit en faisant entre guillemets des cadeaux. Mais ces cadeaux-là, par exemple, le fait d'être par moment exempté de certaines charges fiscales, d'avoir des cadeaux au niveau de la paye, plus de charges, euh, exonération d'impôts, les impôts sont moins chers, on va leur faire des petits cadeaux fiscaux, etc. En fait, ce truc-là, ce n'est pas justement une quelque chose que l'État donne pour satisfaire la population, mais la faire taire. Parce que ces cadeaux-là et ces choses-là qui sont données, ou cette répression brutale, c'est pour montrer que nous sommes ceux à qui vous devez vous soumettre.
de gré, de manipulation ou de force. On pourrait décrire l'État comme une machine à transformer la violence naturelle des êtres humains en prospérité pacifiée ou en riche servitude. Pour le dire dans les termes du sociologue britannique Ernest Gellner, l'État se donne pour tâche de transformer les loups en moutons. Donc les masses civilisées acceptent donc d'être désarmées et pas seulement par lâcheté, car l'État les rend plus prospères. Elles travaillent certes davantage pour nourrir une activité économique toujours plus diversifiée et une population toujours plus croissante. Mais elles y trouvent des chances accrues de sauver leur descendance des maladies et de la famine. Faire circuler un peu la mort, sauver quelques enfants des fléaux du quotidien est le véritable luxe des sociétés traditionnelles jusqu'au XVIIIe siècle. De plus, les sociétés fondées sur l'existence d'un État reconnaissent et encouragent des valeurs nouvelles. Obéir aux lois, étudier par exemple. Obéir aux lois ou étudier par exemple. Ces valeurs et ces pratiques favorisent aussi la soumission au maître. Elles comptent parmi les citoyens les plus sûrs de domestiquer les corps et les âmes. Ceux qui sont passés par de longues études sont en général incapables de répliquer aux injustices qu'ils subissent dans la vie, comme le remarque Ibn Khaldun. Maintenant, on va parler un petit peu des sédentaires et des bédouins, donc de la différence entre les sédentaires et ici ce qui est défini par Ibn Khaldun comme étant les bédouins, donc dans une société arabo-musulmane traditionnelle. On va parler ici plus on va parler ici plus des nomades de manière générale, donc le monde nomade, on va essayer de le généraliser, ou le monde tribal, clanique, etc. Donc Ibn Khaldun nomme comme, entre guillemets, sédentaires, ces troupeaux nombreux, prospères et pacifiés, qui revient à l'État de protéger. Donc c'est l'État qui prend la responsabilité de protéger sa population, et non pas aux individus eux-mêmes de se protéger. Car il les prive de leur solidarité, de leurs armes et de leur capacité de violence qu'ils jugent dangereuses pour pouvoir prélever l'impôt. Par contraste, il nomme entre guillemets bédouins les tribus qui refusent tout contrôle d'un État, toute soumission, et qui rejettent par conséquent la protection et l'enrichissement dont jouissent les sociétés régies par un État. L'existence, ou au contraire l'ignorance de l'État, fait la seule et véritable différence entre les sociétés sédentaires et les sociétés bédouines. Bédouin n'est nullement synonyme de nomade, pas plus que les sédentaires ne sont des paysans. Les paysans montagnards qui refusent d'acquitter l'impôt sont des bédouins. C'est le cas par exemple des Kurdes ou des Berbères du temps d'Ibn Khaldun. En revanche, les nomades qui se plieraient à l'esclavage de l'impôt pourraient être considérés comme sédentaires. Donc là, on est vraiment dans le cadre de est-ce que tu t'intègres ou non à la société, à la cité, aux règles de la cité. Pour Ibn Khaldun, si tu t'intègres à la loi et au diktat de la société et de la cité, tu es dans ce cadre-là un sédentaire, même si tu bouges de ville en ville. A contrario, si par exemple, tu es un paysan qui vit en périphérie d'une cité, mais qui se refuse à suivre les règles de la cité, dans ces cas-là, tu rentres dans le cadre des bédouins, donc des nomades ou de la société tribale. Au XIVe siècle, les territoires bédouins s'étendent sur la majeure partie de la terre habitée. La réalité impériale avait pourtant déjà presque 2000 ans d'existence quand Ibn Khaldun écrivit sa Muqaddimah, donc son introduction. Et c'est Al-Muqaddimah, en fait, c'est l'introduction à l'histoire générale. C'est un livre en plusieurs volumes qui est appelé l'histoire générale. Et la Muqaddimah, c'est l'introduction, en fait,
de ce livre. Donc elle commence probablement avec l'empire perse achéménide entre le sixième et le quatrième siècle avant l'ère chrétienne. Donc largement inspiré par la géographie d'Idrissi, Ibn Khaldoun concède aux Bédouins la quasi-totalité des climats extrêmes du nord, sixième et septième climat, et du sud, premier et deuxième climat. Donc là, en gros, pour Ibn Khaldoun, au plus tu es dans le nord par rapport au monde connu de son époque, au plus tu t'écartes de, de, de- au plus tu es éloigné des pôles civilisationnels connus, souvent sur le pourtour méditerranéen, etc. Donc au plus tu es au nord ou au plus tu es au sud, tu fais partie des Bédouins, puisque tu n'as pas de grand pôle civilisationnel ancré dans ta région. Même si c'est beaucoup plus complexe que ça, mais même si c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en gros, c'est comme ça qu'il définit Ibn Khaldun. Où les oasis de population dense des empires sont retranchés et assiégés par la convoitise pillarde des tribus bédouines qui la cernent. Euh, paradoxalement, paradoxalement, l'État fait venir la violence dont il a besoin pour intimider son troupeau, mais plus encore pour le mettre à l'abri des déprédations bédouines et ce voisinage bédouin. Car la société des entre guillemets moutons sédentaires souffre souffre d'un grave problème. Les moutons sont incapables de se défendre et de se protéger eux-mêmes. Donc l'État est confronté à une claire contradiction et il faut une certaine quantité de violence pour lever l'impôt et pour protéger la prospérité qu'il crée. Mais il interdit toute violence à ses sujets. D'où peut-il donc tirer cette indispensable violence? Logiquement, il la sollicite de l'autre monde, celui des tribus bédouines, dans ce milieu tribal. Il n'y a pas d'État pour atténuer les rudesses de l'existence. Les densités démographiques sont basses, il n'existe pas de réserve de nourriture, la famine rôde. Ni police, ni tribunal, ni armée. Chacun ne doit sa sécurité et sa vie qu'à son courage et surtout aux solidarités de sa famille et de son clan. Alors, attends, juste quelques petits instants, j'arrive. Alors, pardon. Alors, Ibn Khaldoun nomme cette solidarité existentielle, potentiellement violente, la asabiya. C'est-à-dire que Ibn Khaldoun donne une définition un petit peu personnelle de la question de la asabiya. Ce trait naturel des sociétés bédouines, l'État s'attache à l'extraire dans la vie sauvage pour se procurer la violence dont il a besoin afin de gouverner et protéger son troupeau. C'est-à-dire, ici, ce qu'il veut dire, c'est que afin de d'éviter justement que la violence des Bédouins ne vienne menacer la stabilité de l'État, il les recrute souvent justement pour pouvoir utiliser cette violence-là, dans le sens où, dans le sens où cette violence, si je puis dire, bédouine, est utile pour protéger justement la cité. Et cette violence utile pour protéger la cité, il vaut mieux l'avoir à son propre compte, pour soi-même.
Du coup, très souvent, l'État, dans ce cadre-là, utilisait la violence des Bédouins pour être utilisé comme mercenaires. Euh, En fait, dans l'esprit d'Ibn Khaldoun, il n'y a pas d'État clairement constitué tant que fonctions productives et fonctions de violence ne sont pas clairement distinguées. Chacune des deux fonctions, production d'une part et violence de l'autre, est affectée à un groupe clairement identifié. D'un côté, l'immense majorité, les moutons pusillanimés et pacifiques, assignés au travail et au paiement de l'impôt. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Ibn Khaldoun nous explique que la majeure partie des habitants d'une cité ne sont pas violents. Et ce n'est unique et ne sont, comment je pourrais dire ça? Et n'existent que pour être dans la production, l'enrichissement de l'État via le paiement des impôts. Eux, ce sont ce qu'on pourrait appeler les ouvrières. Si un petit peu on donne cette image de la fourmilière ou termitière, si on fait ce parallèle-là, la majeure partie de la population de la termitière ou de la fourmilière sont ce qu'on appelle les ouvriers ou les ouvrières. Elles vont produire du travail qui va développer la termitière ou la fourmilière et en plus de cela, va faire en sorte de pouvoir transformer la nourriture pour nourrir la reine fourmi ou la reine termite qui représenterait ici si je puis dire, qui représenterait ici le, euh, le gouvernement. De l'autre, venus de l'extérieur des tribus, les quelques loups chargés à la fois de l'intimidation du troupeau et de sa protection. Et donc là, on peut faire le parallèle effectivement aussi avec les guerrières qui, de manière générale, restent plutôt aux abords de la termitière, de la fourmilière, et on peut mettre ça aussi au niveau de la ruche, restent aux abords dans le but de combattre toute intrusion extérieure. Cette ségrégation des fonctions de violence d'une part, de production de l'autre, est une des nombreuses manifestations de la diversification des activités et des compétences qui définissent la société sédentaire en général. Mais c'est la plus fondamentale. Au lieu productif et, entre guillemets, violent, Ibn Khaldoun emploie le terme de sédentaire et de bédouin. C'est-à-dire que Ibn Khaldoun, plutôt que de parler de productivité et de violence ou de sécurité, dans le sens de faire preuve euh, d'une violence sécuritaire, va utiliser le terme de sédentaire et de bédouin. Il vaut la peine de souligner que les Bédouins, dans la conception d'Ibn Khaldoun, sont une part du système de l'État. La violence dont les sujets sédentaires sont dépouillés et bannis des terres centrales contrôlées par l'État et chassés vers les marges où elles s'accumulent. C'est-à-dire que l'État, pour pouvoir exister, doit, comme on l'a vu plus tôt, enlever cette violence, restreindre cette violence des personnes qui travaillent pour lui, c'est-à-dire pour l'État. Si tu arrives à effacer, à enlever la part de violence des sujets de l'État, tu crées des producteurs, des travailleurs, des ouvriers, etc., qui, lui, par leur travail, leur production et le paiement de leurs impôts, enrichissent l'État. Et ce désarmement, cette dévirilisation, le fait que la population a été enlevée de sa proportion violente fait que il y a des gens qui, eux, ne subissent pas justement
cette pression de l'État, qu'elle soit directe ou indirecte, donc pression directe, par exemple, je vais donner un exemple. Pression directe de l'État, manifestation, la police vient, tire au flashball, matraque, etc., etc. Ça, c'est une violence directe de l'État. La violence indirecte, c'est par exemple le fait de que l'État euh, va te donner de l'argent, va s'occuper de l'aspect social et te faire taire par le fait de te donner plus d'argent, etc., etc., d'investir dans la recherche, d'investir dans l'entraide sociale, etc. Ça, ça, c'est une pression indirecte. Les tribus voisines d'un État sont d'autant plus violentes que le terrain sédentaire qu'elles cernent est plus proche et mieux pacifié. La violence n'est pas éradiquée, si la violence n'est pas éradiquée et elle ne peut pas l'être, elle est simplement divisée. Épargnée aux épargnée aux immenses majorités pacifiées, productives et fiscalisées, et intensifiée au contraire dans les marges tribales, euh, et intensifiée au contraire dans les marges tribales, dont le maniement de la violence devient la compétence et la destinée propre. La violence des marges ne leur vient pas naturellement de la condition bédouine, ou pas simplement. Cette violence est la contrepartie de l'absolue pacification du cœur des terres sédentaires qu'elles avoisinent. Les Bédouins, selon Ibn Khaldoun, ne ressemblent pas aux sauvages, entre guillemets, innocents et pacifiques de la philosophie des Lumières, ou à la tribu néolithique chère à Claude Lévi-Strauss. La définition du Bédouin selon Ibn Khaldoun n'est pas exempte d'une certaine ambiguïté. Il fuit tout contrôle d'un État, comme on l'a dit plus haut, mais dans la mesure où il pourvoit l'État de la violence qui lui est nécessaire. Ici, dans la pensée de Ibn Khaldoun, le bédouin est un mercenaire, l'équivalent un petit peu du mercenaire pour un État. Et de par ce fait-là, il participe à son système. C'est ce Le qu'ils appelaient lit, les marges, non? hein? C'est ce qu'ils appelaient les marges, non? Non, il appelait ça le monde bédouin, Ibn Khaldoun. Mais le monde bédouin, en fait, est à la marge du système. Le Lim qui manquait la limite de l'Empire romain ou la Grande Muraille des Chines qui faisait face aux barbares ne séparait pas des groupes humains et des sociétés sans relation l'une avec l'autre. Bien au contraire, ces grandes cicatrices posaient des rôles distincts sur la même scène. Le rôle productif et pacifié en deçà du mur, le rôle violent au-delà. C'est-à-dire que le mur est une frontière épaisse et marquée entre le monde sédentaire et le monde bédouin, si on reprend le terme d'Ibn Khaldun. Et du coup, j'ai dit qu'on ferait peut-être un petit peu plus tôt aujourd'hui. Du coup, on va se prendre un temps de questions. Parce que moi, je suis assez pressé. Du coup, on va faire un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et mine de rien, c'est quand même assez intense parce qu'on peut aborder plein de questions philosophiques au niveau des sciences politiques, etc. avec ça. Voilà, on va plutôt prendre un temps d'échange. Si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas. Vous pouvez même prendre la parole si ça vous dérange pas aussi. Désolé, parce que moi, je suis arrivé en cours, donc. Ah, il n'y a pas de souci. En gros, on a parlé de comment est-ce que l'État, justement, arrive à, entre guillemets, pacifier sa propre population. Pacifier pour ne pas dire asservir. Et comment est-ce que, à contrario, le monde bédouin, lui, le monde bédouin était à contrario, lui, en fait, un vecteur d'une certaine forme, entre guillemets, de violence légitime, si on peut dire ça comme ça, etc. Si je demandais, en fait, par rapport aux marges, c'est parce que
Euh, ça s'adressait surtout à sa théorie sur le fait que l'État repose sur les marges, comme pour les tribus, entre guillemets, guerrières. Parce que là, tu as parlé des Exactement. mercenaires, justement. Bon, un peu à Oui, c'est l'image ça. des caillis pour l'État abbasside et l'État seldjoukide, tu vois. Exactement, c'est ça. Donc, est-ce que là, il fait référence à ça? Oui, oui, c'est ça, c'est à ça qu'il fait référence. En fait, en gros, ce qu'il essaye de nous faire comprendre, c'est que tu peux être un bédouin et être sédentaire dans l'explication d'Ibn Khaldoun, tout comme tu peux être, par exemple, sédentaire dans le sens purement technique. Sédentaire, c'est quelqu'un qui est implanté à un seul endroit, qui n'est pas, qui ne fait pas de transhumance, qui n'est pas en perpétuel voyage. Donc, tu peux être un sédentaire, mais être dans une pensée bédouine, tu vois? Parce qu'en fait, en fait, ce qui est véhiculé, c'est très intéressant et c'est important de le souligner et de le marquer. Ce qui est pensé, ce qui est voulu par le principe de Bédouin, c'est des gens qui ne dépendent pas qui ne dépendent pas, en fait, de cette violence étatique qui va te restreindre dans ton utilisation personnelle de la violence. Et l'État utilise différentes techniques dans le but de restreindre justement cette possibilité de violence de sa population. C'est dans ce sens où je dis tu peux être bédouin, mais être sédentaire selon la pensée d'Ibn Khaldoun, comme tu peux être sédentaire, mais être bédouin selon la pensée d'Ibn Khaldoun. Parce que le fait de bédouin, c'est pas forcément en fait la pensée d'être constamment en voyage, comme un peu le cliché qu'on peut avoir des bédouins ou des berbères. Tu peux être sédentaire, peu importe ton ethnie, et être dans une pensée qui est en marge de la société et dont la violence soit impacte directement la société parce que tu vas attaquer la cité, la société dans le but, toi, de t'enrichir, soit va impacter parce que l'État comprend que tu es une menace pour l'organisation de sa cité, dans ces cas-là, te recruter pour être utilisé comme le marqueur de violence de, de la société, de la cité. J'ai été clair ou... Ouais, ouais, c'est clair. Et c'est en ce sens où, par exemple, tu peux être dans un petit village à côté d'une cité, mais ce petit village, l'État ne peut pas rentrer pour aller prélever l'impôt chez toi. Euh, Tu vois, ne peut pas profiter de ta productivité, que ce soit par l'impôt ou même par le fait de prendre les richesses que tu produis directement, parce que tu montres suffisamment de violence pour contrer l'État, tu es à la marge, tu es considéré comme bédouin. Mais l'État, des fois, par moment, peut venir négocier avec toi et te demander de te recruter. Et dans ce cadre-là, si il demande de te recruter pour profiter de tes biens de production ou de ton argent. Dans ces cas-là, tu commences à devenir un sédentaire, soumis à l'autorité de l'État. S'il vient te demander d'utiliser ta violence pour réprimer des attaques extérieures ou internes à la cité, etc., dans ces cas-là, tu restes dans le cadre du bédouin, mais tu es une forme de mercenaire. Cette pensée-là, on sait si elle est influencée. C'est à quel moment, en fait, qu'il. Parce que ça ressemble beaucoup aux sociétés, on va dire, bah, celle du Maroc, hein, quand tu regardes, en fait, comment c'est décrit, là. Notamment Bon, avec le Sahraoui et les. exactement. Bah, en fait, déjà, Ouais. faut savoir qu'il a écrit une bonne partie de son livre, il l'a écrit, en fait, au Maroc. De ces plusieurs volumes de l'histoire universelle, dont la Muqaddima et l'introduction. Et donc, il a écrit une bonne partie de cet ouvrage au Maroc et il l'a fini en retraite, entre guillemets, spirituelle dans le sud de l'Espagne actuelle. Et en gros, en gros, le contexte de l'époque, on est avec
les grandes invasions arabes venues du Yémen, etc., avec notamment les Banu Hillel, etc. euh, les Banu Hillel, etc., avec beaucoup si je puis dire, de tensions politiques euh, entre différents petits États, petits Émirats, etc., qui se foutaient entre guillemets, qui se foutaient dessus, etc. Et donc, avec une instabilité un peu politique à l'époque, plus des invasions extérieures, notamment les Banu Hillel, etc. En fait, c'est un peu le contexte auquel explique sa pensée. Donc, tu comprends un petit peu mieux tu comprends en fait un petit peu mieux ici sa pensée. Sachant que les Banu Hillel étaient majoritairement originaires du Yémen, donc Ouais, mais même, il rentre dans ce cas-là, en fait. ouais, bien sûr. Et justement, si tu écoutes bien, tu vas comprendre. C'est à un moment, Ibn Khaldoun explique que tu as en fait des zones euh, météorologiques, tu vois, climatiques, qui en fait sont des zones qui sont plus prospères, qui sont plus propices, excuse-moi, à la cité, à développer une cité, une civilisation, et d'autres qui sont beaucoup plus, et d'autres climats ou zones météorologiques qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup plus enclins à produire, au contraire, la marche de la société ou le monde bédouin. Notamment tout ce qui est on va dire le pourtour méditerranéen, et on va dire les zones proches du pourtour méditerranéen sont des hauts lieux pour produire des cités, des civilisations. Au plus tu t'écartes, que ce soit au nord ou au sud, au plus tu as de possibilités de créer un monde bédouin. Hein. Même si on sait que dans l'absolu, c'est pas complètement vrai, mais il faut remettre aussi le contexte de l'époque, etc. Et les Banu Hillel viennent du Yémen, donc sont suffisamment écartés, éloignés de cette zone climatique qui est prospère au monde, euh, au monde civilisé. On va pas, vas-y, on va arrêter de marcher autour du pot. Sont suffisamment en fait éloignés du monde civilisé pour rentrer aussi dans le cadre de cette explication. Il y aurait d'autres questions ou c'est bon pour vous? Non, c'était pressé, vas-y. C'est Non, non, moi, il n'y après, a tu pas de vois. problème. Il n'y a pas de problème. Je préfère que ce soit clair pour tout le monde. Je préfère que ce soit clair pour tout le monde. Et qu'on parte, vous avez à peu près compris les trucs, plutôt qu'il y ait une gêne ou quoi que ce soit. Vraiment, moi, ça me dérange pas de prendre encore 5-10 minutes. Normalement, les cours sont censés faire 1 heure. Donc, voilà. Moi, il n'y a pas de problème. Hein, moi, il n'y a aucun problème. Si vous voulez qu'on prenne un peu plus de temps, on prendra un peu plus de temps, il n'y a aucun problème. Mais après, si c'est tout bon pour vous, si c'est tout bon pour vous, on s'arrête là. Mais sinon, voilà. Et je pense, ouais, que je vais faire peut-être une lecture peut-être un petit peu plus courte, mais plus de temps d'échange et de questions-réponses. Parce qu'on aborde quand même vraiment beaucoup, beaucoup de données. Et, non, c'est une dinguerie. On apporte vraiment beaucoup, beaucoup de données. Et c'est vrai et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits, en fait. Ouais. Et sinon, de toute façon, tous les deux, vous avez mon contact privé, donc au cas où, si besoin, vous pouvez aussi m'envoyer un message, avec aucun problème. Djibril, toi, c'est bon, t'as pu avoir accès à Telegram ou t'as pu avoir accès à Telegram ou pas encore? Oui, c'est bon, ouais. Ok, donc de toute façon, tu pourras regarder les rediffusions si besoin et tout. Voilà. Bon, si c'est tout bon pour vous, on va s'arrêter là, Inch'Allah.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Bon, assalamu alaikum.